siège et les éléments locaux qui n'aura pas dans un premier temps, c'est sûr, l'éclat qu'avait Français d'abord, lettre de Jean-Marie Le Pen, éditée avec des moyens dérisoires par mon collaborateur et ami Martial Bild. Il faut renouer avec cette tradition. Et il faut renouer aussi, comme je l'ai fait récemment, très modestement à Villepreux, serait-ce sous la forme d'une fête champêtre, avec cette grande manifestation populaire et patriotique qu'était la fête des Bleus, Blancs, Rouges. L'exemple de maturité que nous allons donner avec ce congrès attirera vers nous dans un premier temps, sur notre droite, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conservateurs attachés aux valeurs traditionnelles. Et sur notre gauche, les hommes et les femmes attachés au maintien de l'indépendance nationale. Détachés de leaders qui n'ont pas su ou voulu les conduire en dehors des sentiers tracés par le système, ils rejoindront nos rangs si nous savons nous montrer accueillants. Alors, comme le vent nous pousse, les électeurs de Sarkozy, réalisant à quel point ils ont été trompés, nous rejoindront aussi. Ils se souviendront qu'ils ont élu un président en pensant qu'il était de droite et qu'il s'est empressé de nommer 4 socialistes au gouvernement. Un homme qui nous a affirmé la main sur le cœur vouloir en finir avec l'esprit de 68 et qui a nommé immédiatement comme ministre une des icônes de 68, j'ai nommé Bernard Kouchner, l'un des rares hommes politiques français favorables à l'intervention américaine en Irak, et l'homme qui, en tant que haut commissaire de l'ONU au Kosovo, a laissé faire l'épuration des Serbes chrétiens par les Albanais musulmans. Les Français se souviendront aussi que Nicolas Sarkozy, qui prétendait en finir avec la repentance, est allé 4 jours après son élection faire acte de repentance en inaugurant avec Chirac une stèle commémorant l'esclavage dont se seraient rendus coupables ces ignobles Français. Ils se souviendront qu'il prétend aujourd'hui déplacer les camps illégaux de Rome, mais qu'il a conclu, signé, ratifié les traités qui leur donnent le droit d'entrer en France. Qu'il vient à Grenoble pour annoncer des mesures de fermeté, après la mise à sac de plusieurs quartiers de la ville par les bandes désireuses de venger la mort du braqueur multirécidiviste Karim Boudouda, mais qu'il a supprimé la possibilité d'expulser les criminels résidents étrangers en abolissant la prétendue double peine lors de son premier passage place Beauvau par la loi numéro 2003-1119, dite loi Missefne. Ils se souviendront que cet homme a prétendu redéfinir l'identité nationale contre toutes les agressions mondialistes, mais qu'il a choisi comme conseiller spécial à la culture française, non pas le patriote Zemmour, mais le francophobe Georges-Marc Benamou, fondateur du mensuel Globe disparu depuis, et dont le manifeste du premier numéro, sous le titre « Citoyen du monde », n'hésitait pas à étaler son mépris pour l'identité française, je cite, « Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites, bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard, cocardier, nous est étranger, voire odieux. Bien sûr, nous avons appris à penser à Vienne, à rock'n'roller à Londres, à rêver à Hollywood, à innover à Silicon Valley. Eh bien, moi, je ne suis pas résolument cosmopolite, même si j'entretiens avec nombre de patriotes étrangers des relations cordiales et fraternelles dans l'union qui nous conduit à défendre en commun nos identités nationales et nos indépendances. Mais je suis, moi, résolument national. Et bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, pignou,
Bref, français ou patriote, mais familier et attachant. C'est pourquoi, en mon âme et conscience, après mûre réflexion, et c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, je suis candidat à la présidence du Front National. Je ne suis pas candidat parce qu'ayant longtemps occupé les seconds rôles derrière Jean-Marie Le Pen, manifestement l'homme le plus apte, par ses qualités, son courage, sa persévérance, à conduire la famille nationale, je pense qu'à partir du moment où il dépose, non pas le fardeau du combat national, mais celui de cette lourde présidence, mon tour est venu d'avoir sur ma manche des étoiles de général qui, comme je suis marin, d'ailleurs seraient plutôt des étoiles d'amiral. Je ne suis pas candidat parce que, comme Nicolas Sarkozy, sous Chirac, je rêverais en me rasant au moment où je pourrais devenir président à la place du président, comme je l'ai dit 100 fois, en me rasant, je pense seulement à ne pas me couper. Je ne suis pas candidat parce que, comme le grand vizir is no good, je me demande à chaque instant quand je deviendrai calife à la place du calife. Je suis candidat pour une seule et unique raison, mais elle est déterminante. C'est que, quelles que soient les très réelles qualités de ma concurrente dont elle fait preuve, notamment par sa pugnacité dans les médias et d'ailleurs dans bien d'autres domaines, je pense, en mon âme et conscience, que j'ai plus de possibilités de réunir, de rassembler, d'élargir et de conduire notre famille politique. Mesdames, Messieurs, je sais qu'à plus ou moins court terme, seuls ou avec d'autres qui nous rejoindront, mais à nos conditions, notre victoire est possible. Je sais que cette victoire peut être l'occasion d'un sursaut national, renouveau dans lequel nous faisons enfin jouer, au service de nos intérêts légitimes, les atouts réels de la France. Et ces atouts sont nombreux. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Nous avons les ressources d'un territoire le plus vaste, le plus diversifié, le plus hospitalier de l'Europe occidentale. Magnifique jardin que nous devons au labeur de ceux qui nous ont précédés et qui pourraient sans difficulté héberger 100 millions de Français si l'aménagement du territoire était plus harmonieux et si nos villages étaient aussi peuplés qu'au Moyen-Âge, quand les rendements agricoles étaient 20 fois inférieurs à ceux qu'ils sont aujourd'hui. Ainsi que le sait bien dans mon rêve l'agronome Christian Maréchal, nouveau ministre de l'Agriculture, chargé de donner à nos paysans les moyens de vivre de leur production et non de subventions toujours précaires et facteurs de servitude. Nous avons les ressources d'un territoire qui a ses prolongements dans ce qui nous reste de l'acquis de nos marins, découvreurs, pionniers, défricheurs, médecins, missionnaires, les confettis d'un immense empire, naguère bienfaisant, quoi que l'on en dise, répartis encore sur tous les océans Atlantique, Indien, Pacifique, mers australes. Nous avons un domaine maritime qui, en vertu de la convention de l'ONU de Montego Bay sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, événement capital, mais méconnu de l'histoire contemporaine, et, vous m'entendez bien, le deuxième du monde. 11 millions de kilomètres carrés, 22 fois la surface de la France métropolitaine. Un domaine maritime dont les ressources,
tant minérale qu'énergétique ou biologique.